Voltaire et Choiseul contre Genève, une présentation de Monsieur Gérard Miège. Mesdames, Messieurs, pour comprendre les événements qui tout au long du XVIIIe siècle secouèrent la République de Genève, il est nécessaire de regarder ce qui se passait dans ses alentours et plus particulièrement chez son proche voisin, le Royaume de France. À première vue, dans ce siècle, l'Europe paraissait paisible. D'ailleurs, ne l'avait-on pas appelé le beau XVIIIe siècle? Et c'est vrai, il le fut dans tous les arts, la peinture, la sculpture, la musique, l'architecture. Mais pour notre histoire d'aujourd'hui, ce fut en littérature et en philosophie qu'il s'illustra et qu'il donna toute sa mesure. Mais sous la cendre, le feu couvait. Bientôt, et sans que personne y prenne garde, une révolution des esprits allait mettre à mal l'ensemble de la construction intellectuelle qui avait jusqu'alors régi la société. Tout allait être bousculé et jeté à terre. L'édifice politique qui avait permis à la royauté de gouverner les peuples par droit divin et d'une façon quasi absolue, soutenu en cela par les deux grandes religions qui se partageaient les populations européennes, à savoir le protestantisme et le catholicisme, cet édifice allait bientôt s'effondrer sous les coups de butoir des philosophes. Inconscients du cataclysme qu'ils allaient déclencher, c'est avec méthode et rigueur, chacun à sa manière, que les intellectuels tirèrent à boulets rouges contre le pouvoir des princes, des autorités civiles et religieuses qui maintenaient les peuples dans une étroite dépendance. Ces attaques se firent jour tout particulièrement dans la langue française, avec des écrivains tels que Montesquieu, Diderot, d'Alembert, Voltaire, Rousseau bien sûr, et tant d'autres encore. Ce qui peut aujourd'hui nous paraître étrange, c'est que leurs admirateurs étaient soit des aristocrates, soit de grands bourgeois. Pour ces derniers, cela semblait logique puisque dans la pyramide sociale de l'époque, ils se situaient à un rang inférieur, bien que souvent ils fussent ou les trésoriers des rois ou les entrepreneurs du commerce et de la grande industrie. Parfois même, ils parvenaient, grâce à leur talent, à se hisser au niveau de l'autorité, à l'exemple de notre concitoyen genevois Jacques Necker. Mais la position des aristocrates semble plus difficile à saisir. Pourquoi scier la branche sur laquelle reposaient tous leurs privilèges? En effet, le roi se faisait fort de les entretenir dans une douce oisiveté, et cela depuis qu'au siècle précédent, et grâce à l'énergique cardinal Mazarin, Louis XIV avait étouffé la fronde de son aristocratie. Ainsi, depuis plus de 100 ans, ces grands seigneurs étaient tenus à l'écart du pouvoir. Bien sûr, quelques timides tentatives de révolte s'étaient produites sous la régence de Philippe d'Orléans qui, soutenu par le cardinal Dubois, les avait étouffés. Et lorsque Louis XV prit personnellement la direction du royaume en 1723, après la mort du régent, son aristocratie n'avait nullement abandonné l'idée de retrouver tous ses privilèges. Tous les prétextes étaient alors bons pour revendiquer, chicaner, s'opposer au roi et au gouvernement. Sans penser plus loin que le bout de leur nez, et de dépit, ces aristocrates allèrent en chantant proclamer leur allégeance aux nouveaux philosophes qui, à les entendre dans leur salon, voulaient établir l'égalité et satisfaire à la liberté de penser et de croire. En un seul mot,
Il fallait bouleverser la société. En revanche, ce qu'il n'oubliait pas de faire après avoir vomi toute la soirée sur la vieille royauté, c'était dès Petron Minet de courir à Versailles quémander leur pension. Jusqu'à la Révolution de 1789, cette aristocratie arrogante sapera le pouvoir royal et par son intransigeance à défendre ses privilèges, anéantira toute tentative pour restaurer les finances du royaume. Trop bien représentés dans les parlements et toujours à court d'argent, les bien nantis de la société bloquèrent les initiatives royales et saignèrent le budget. C'est ainsi que se créa une fissure dans la pyramide sociale qui avait garanti l'ordre et la tranquillité. Le roi que son bon peuple avait appelé familièrement le bien-aimé devint bientôt la cible sur laquelle une partie de la société allait tirer. L'Église elle-même fut atteinte dans ses fondements. La crise religieuse entre les jansénistes et les jésuites entraîna de tels troubles dans les populations que le pouvoir royal dut s'interposer. Empêtré dans cette querelle dans laquelle le Parlement s'engouffra en y voyant un moyen imparable pour se réapproprier le pouvoir aux dépens du roi, les autorités ne surent ou ne purent prendre les décisions indispensables à la survie du régime. Oui, le mot était lâché, il s'agissait bien de la survie du régime. L'opinion ne voulait plus seulement des réformettes. Non, ce qu'elle exigeait, c'était de tout remettre en question. Les idées jetées pêle-mêle par les philosophes avaient trouvé un public assoiffé de revanche, avide de pouvoir, curieux de nouveautés, ou, pour la masse méprisée que l'on appelait le tiers-état, tout simplement le désir d'améliorer son sort. Ce fut dans cette ambiance électrique que M. de Choiseul allait faire ses premières armes. Sous l'influence de la marquise de Pompadour, la maîtresse officielle de Louis XV, qui ne pouvait pardonner les attaques et les quolibets que lui avaient assénés ses ennemis personnels, entre autres les jésuites qui la voyaient comme un objet de scandale, c'est l'ensemble de la vision politique européenne qui allait en faire les frais. Aidé en cela par l'abbé de Bernis, un de ses plus fidèles partisans, elle réussit en accord avec le roi à chambouler les alliances traditionnelles du royaume. En effet, depuis le temps de Richelieu, principal ministre de Louis XIII, la France était toujours alliée à des puissances protestantes contre des nations catholiques, principalement l'Espagne et l'Autriche. En 1756, le coup de tonnerre que fut le renversement des alliances, concocté dans le plus grand secret par l'abbé de Bernis et le chancelier autrichien Kaunitz, vit la France s'allier à l'Autriche pour se tourner contre le roi de Prusse Frédéric II et contre l'Angleterre. Malheureusement, ce renversement des alliances allait entraîner la France dans la guerre de 7 ans de 1756 à 1763. Au printemps 1758, alors que la guerre faisait rage de tous côtés et que la France se trouvait dans une situation financière et militaire déplorable, l'abbé de Bernis, ministre des Affaires étrangères, souhaitait, dans une lettre adressée à Choiseul, et je cite, « qu'une même tête conduise tous les ressorts de la machine ». Allusion à peine voilée sur son désir d'être nommé Premier ministre, comme l'avaient été un certain nombre d'ecclésiastiques avant lui, Richelieu, Mazarin, Dubois ou Fleury. Ce désir l'obsédait à tel point qu'il en rajoutait.
Où est le remède? Il n'y en a qu'un seul. C'est un Premier ministre. Il faut un débrouilleur général. Bien évidemment, en disant cela, il ne pensait qu'à lui. Il s'y voyait déjà. Curieusement, tout en exprimant ses désirs à Choiseul, il écrivait de longues lettres à la marquise de Pompadour dans lesquelles il lui avouait son incapacité à résoudre les problèmes engendrés par la guerre. Bien sûr, ces lettres passèrent sous les yeux du roi qui finit par se lasser de ces éternelles jérémiades. La disgrâce n'était plus très loin. Ironie de l'histoire, c'est à celui vers qui il s'épanchait avec une totale franchise que Bernice allait trouver son successeur. Choiseul l'écoutait, le réconfortait tout en se frottant les mains. Le fruit était mûr, la place serait bientôt libre et son ambition récompensée. Avant de poursuivre ce récit, il est nécessaire de revenir quelques années en arrière pour faire connaissance avec Étienne François de Stainville, futur duc de Choiseul. Étienne François de Stainville était né à Nancy, en Lorraine, le 28 juin 1719. De petite noblesse, c'est dans la carrière militaire qu'il se fit remarquer et qu'il franchit au pas de course tous les degrés de l'échelle sociale. En 1746, à l'âge de 27 ans, il était déjà général de brigade. Parvenu au fait des honneurs militaires, son ambition le portait à se hisser encore plus haut. Mais, pour atteindre ce but, il lui fallait une épouse. Exigeant par nature, il la voulait non seulement belle, mais encore plus riche. Comme pour tout le reste de son parcours, il réussit, bien au-delà de ses espérances, à trouver la perle rare. Elle s'appelait Louise Honorine Crozat du Châtel. Et si l'on en croit Dufort de Cheverny, un mémorialiste des règnes de Louis XV et de Louis XVI, le physique ingrat d'Étienne François ne lui fut pas un obstacle pour conquérir la jeunette. Je cite, « Monsieur de Stainville était connu à Paris par sa figure spirituelle. Quoique extrêmement laid, il vivait en homme à bonne fortune, passant pour être un des hommes les plus mordants de Paris. Son esprit était fin, délicat, aimable, et il vivait par le droit de naissance avec ce qu'il y a de plus grand. » Fin de citation. En 1750, Étienne François de Stainville épousait Louise Honorine Crozat du Châtel et s'emparait ainsi d'une rente estimée à plus de 120 000 livres. Cette brusque élévation dans la richesse ne stoppa pas son ambition. Elle lui fut au contraire comme un tremplin pour aller encore plus haut. Pour assouvir cette soif de pouvoir, il fut soutenu par Louise Honorine, une épouse douce, aimante, dont la voix, pleine de charme, et l'esprit ouvert aux idées du siècle, séduisaient tout un monde de courtisans qui se pressaient dans leur salon. Mais cette renommée ne lui suffisait pas, car ce qu'il ambitionnait, c'était de pouvoir approcher le roi. Or, pour y parvenir, il n'y avait qu'un moyen, c'était d'obtenir la protection de Madame de Pompadour. Aussi, comme beaucoup de ses compères en ambition, il usa de la médisance pour y réussir. Il lui dévoila le dernier cancan qui bruissait à la cour. Il paraît que le roi aurait une aventure galante avec la petite Romanet, épouse du comte de Choiseul-Beaupré. Son flair ne l'avait pas trompé.
Il savait que cette information ferait bouillir la belle marquise, qui entra effectivement dans une grosse colère. Oubliant tout respect, elle fulmina à tel point contre le roi que celui-ci, accablé par ses reproches, se sépara de sa jeunette, montrant par là l'ascendant que la marquise avait sur sa royale personne. Pour remercier Étienne François de Stainville, la Pompadour lui fit obtenir en novembre 1753 l'ambassade de France à Rome. Les 4 années qu'il y passa lui furent si profitables qu'en 1757, toujours soutenu par la marquise, Louis XV le rappela et l'envoya à Vienne comme ambassadeur afin d'encourager les Autrichiens à s'investir plus massivement dans la guerre qui, déjà, commençait à coûter cher à l'armée royale. Dans le même temps, à Paris, l'abbé de Bernis, le ministre des Affaires étrangères, conscient de la désastreuse situation militaire, tentait de convaincre le roi de mettre un terme aux hostilités. Je le cite. « La France risque de perdre toutes ses colonies. Je persiste à croire, sire, que le plus grand coup serait de faire la paix cet hiver et d'y faire consentir vos alliés. » Fin de citation. En fait, Bernis voyait déjà plus loin. Il pensait que le roi, libéré des soucis de la guerre, lui confierait la tête du cabinet ministériel. Il avait même pensé confier son propre ministère, celui des Affaires étrangères, à M. de Stainville, pour lequel il avait de l'amitié qu'il croyait bien imprudemment partagée. Je le cite. « Amis comme nous le sommes, nous deviendrons les plus forts, nous agirons dans le plus grand concert, et Dieu merci, sans jalousie de métier. Il faut une bonne administration. Adoptez mon projet pour le bien de la chose et l'intérêt de l'amitié. » Fin de citation. Aveuglé par ses ambitieux projets, Bernis ne vit rien venir. Le roi, déjà fort courroucé contre sa personne, lui reprochait de l'avoir poussé à la guerre, et la marquise, voulant faire oublier sa propre responsabilité dans ce désastre, n'aspirait plus qu'à une chose, se débarrasser de cet importun. Le pauvre Bernis était condamné. En souvenir de leur amitié et de leur complicité, la Pompadour lui fit obtenir le chapeau de cardinal quelques jours avant qu'il ne reçoive la lettre de cachet qui l'enjoignait de se retirer dans son abbaye de Saint-Médard à Vic-sur-Aisne, près de Soissons. Étienne François de Stainville sortait gagnant. Il prenait la place de l'abbé de Bernis et de plus, il était, par la volonté du roi, fait duc de Choiseul. Collaborateur le plus proche du souverain, il ne porta jamais le titre de Premier ministre, mais il en assuma les responsabilités et dans tous les cas, il en eut les prérogatives ainsi que les bénéfices attachés à une telle élévation. Sa rente atteignit le chiffre astronomique d'1 million de livres, alors que le trésor était à sec. Il est difficile de faire le portrait de M. de Choiseul, car il fut aussi bien adulé par ses admirateurs que traîné dans la boue par ses ennemis. Un point cependant ressortait unanimement de ceux qui l'avaient connu, c'était sa laideur physique. En voici 2 petites descriptions faites par des contemporains. La première nous vient de M. de Montbarret, lieutenant général du roi. Je cite. « Il avait une figure parfaitement désagréable, même repoussante, mais son esprit, également agréable et léger, réparait facilement l'impression fâcheuse
qu'inspirait son premier abord. » Fin de citation. Et maintenant celle du baron de Gleichen, ancien ambassadeur du Danemark en France, qu'il avait bien connu à Rome. Je cite le baron de Gleichen. Le duc de Choiseul était d'une taille assez petite, plus robuste que svelte, et d'une laideur fort agréable. Ses petits yeux brillaient d'esprit, son nez au vent lui donnait un air plaisant, et ses grosses lèvres riantes annonçaient la gaieté de ses propos. Bon, noble, franc, généreux, galant, magnifique, libéral, fier, audacieux, bouillant et emporté même, il rappelait l'idée des anciens chevaliers français. Mais il joignait aussi à ces qualités plusieurs défauts de sa nation. Il était léger, indiscret, présomptueux, libertin, prodigue, pétulant et avantageux. Jamais je n'ai connu un homme qui ait su, comme lui, répandre dans son entourage la joie et le contentement. Fin de citation. À ce miel qui coulait de la plume de M. de Gleichen, il est nécessaire d'apporter une petite retouche sans vouloir attenter en quoi que ce soit au mérite de M. le duc. Le célèbre Casanova, qu'il a bien connu, nous en dit un peu plus. Amateur des arts, ami des gens à talent et de goût, il jouissait du plaisir de leur être utile et de les voir lui faire la cour par reconnaissance. Il avait d'ailleurs beaucoup d'esprit, mais il était aussi paresseux et idolâtre du plaisir. Dénué de tout scrupule et indifférent aux moyens employés pour parvenir au but qu'il s'était fixé, il faisait tout plier à ses moindres désirs. Il s'entoura d'une escouade d'admirateurs zélés, au rang desquels l'on voyait sa femme, la petite Louise Honorine, son beau-frère, Choiseul-Praslin, qu'il associa toujours à son pouvoir, et sa sœur Béatrix, qu'il avait mariée à un homme perdu de réputation, mais fort bien titré le duc de Gramont. À eux quatre, ils encerclèrent la marquise de Pompadour et le roi dans un tourbillon de plaisir, tout en faisant remarquer les mérites et le dévouement sans bornes de M. de Choiseul. En effet, il était impératif qu'ils montrassent à toute la cour que Choiseul était indispensable à la bonne marche du royaume. Pour compléter ce portrait, une autre accusation ternissait l'image que le duc cherchait à donner de lui. C'était l'indifférence qu'il marquait à la chose religieuse, tout en évitant de choquer la famille royale par son comportement. Homme du XVIIIe siècle, au contact des philosophes et en particulier de Voltaire, Choiseul s'était persuadé que la religion est chose nécessaire pour le peuple afin de le maintenir dans l'obéissance, mais que pour les gens d'esprit et de qualité, le concept d'un grand horloger était mieux à même de les distinguer. Cette liberté d'esprit bien peu catholique lui valut la haine du fils aîné du roi, le dauphin Louis de France, qui était profondément religieux. En matière politique, instruit par les idées véhiculées par les œuvres de Montesquieu, de Voltaire et de tous ceux qui avaient participé à l'entreprise extraordinaire de l'encyclopédie, Choiseul considérait le système politique anglais comme le plus propre et le plus harmonieux pour satisfaire à la liberté de l'homme. Écoutons-le. Les lois sont faites par les peuples conjointement avec le magistrat que l'on nomme roi et qui est préposé par la nation pour les faire exécuter. C'est la loi en Angleterre qui gouverne, le roi lui-même y est astreint. Et pourtant, lorsqu'il fut au pouvoir, il se garda bien de mettre ses principes en pratique. Avant de poursuivre, il est nécessaire de relever 2 points concernant la situation de Genève à cette époque. Premièrement, dans cette seconde partie du XVIIIe siècle,
un certain nombre de communes aujourd'hui genevoises appartenaient soit au royaume de Piémont-Sardaigne, comme Carouge ou une partie de la rive gauche du lac, soit au royaume de France, comme Progny ou Versoix, c'est-à-dire essentiellement la rive droite. Secondement, dès le début du XVIIIe siècle, la République de Genève connut de nombreux désordres sociaux dus essentiellement au souhait de la partie la plus nombreuse de sa population d'accéder à de justes droits politiques. En effet, depuis plusieurs décennies, le pouvoir était tenu fermement par le patriciat et par la haute bourgeoisie qui avaient mis la main sur le Petit Conseil et le Conseil des 200, paralysant ainsi toutes les initiatives des membres du Conseil général, bien que ceux-ci représentassent l'ensemble du corps électoral. Il ne leur restait qu'un droit de représentation, d'où le nom de représentants qui leur fut affublé. Bien sûr, leurs demandes et leurs réclamations étaient la plupart du temps rejetées par les tenants du pouvoir, qui furent donc appelés les négatifs. Les patriciens et les grands bourgeois, qui détenaient donc la totalité des pouvoirs, ne représentaient qu'une minorité de la population. La classe intermédiaire était représentée par la petite bourgeoisie qui besognait dans l'artisanat et dans la fabrique, nom donné à tout ce qui gravitait autour de l'horlogerie. Tous les autres, les natifs, les habitants et ceux de la campagne, que l'on appelait des sujets, se retrouvaient rejetés du monde de la cité. Cette situation, qui mettait une grande partie du peuple dans un assujettissement pratiquement complet, ne pouvait durer. Bien sûr, quelques hommes éclairés, issus souvent d'ailleurs des hautes sphères de la société, tels Pierre Facio en 1707, avaient tenté de se dresser contre ces abus insupportables. Mais ils arrivaient trop tôt, et la réaction des gouvernants fut violente et expéditive. Après un procès bâclé, Pierre Facio fut arquebusé. Le prétexte invoqué par ces messieurs du gouvernement pour justifier une telle violence était de préserver l'état de droit. Il faut dire qu'un autre problème, autrement plus dangereux, leur était posé, c'était celui des natifs. Nés de parents ayant reçu l'autorisation de s'établir dans la ville, ils revendiquaient le droit d'accéder à la bourgeoisie et à des professions libérales qui leur étaient soit interdites, soit inaccessibles du fait de la cherté de la taxe à payer pour en obtenir le brevet. Ces revendications agitèrent la cité pendant une grande partie du XVIIIe siècle. Elles donnèrent lieu à plusieurs tentatives de révolte qui n'aboutirent à rien, les patriciens campant sur leurs privilèges. Bientôt, les bourgeois, craignant eux aussi pour leurs droits, se rallièrent aux patriciens pour saboter les efforts des natifs qui ne faisaient que réclamer une juste participation à la gestion de la cité. Comme le soulignait le grand juriste genevois Jean-Jacques Bourlamaqui, le gouvernement de Genève était devenu une aristodémocratie. Ainsi, irrités du peu de cas que l'on faisait d'eux, tout au long du siècle, les natifs se révoltèrent contre les privilégiés. Écoutez, mesdames, messieurs, un extrait d'une lettre que Voltaire adressait le 20 février 1765 à son ami Étienne Noël d'Amy-la-Ville. Je cite : « La République est dans une combustion violente. Le peuple, qui se croit le souverain, veut culbuter le pauvre petit gouvernement. Le peuple veut une démocratie décidée. Le parti qui s'y oppose n'est pas uni. Cette querelle n'est pas prête à finir, la démocratie ne pouvant subsister quand les fortunes sont trop inégales. C'est Rousseau qui a fait tout ce tapage. »
Fin de citation. Durant tout le siècle, ce parti populaire réclama avec insistance le retour à la souveraineté du peuple et au rétablissement des droits et prérogatives du Conseil général comme étant l'assemblée représentative de l'ensemble des citoyens. 3 fois, en 1738, en 1766 et en 1782, le gouvernement patricien dut faire appel à des puissances étrangères pour rétablir l'ordre. 2 cantons suisses, Berne et Zurich, intervinrent, mais c'était principalement du côté de la France que se tournaient les autorités genevoises lorsque la situation devenait par trop périlleuse. Comme le disait le pasteur Gaberel dans son ouvrage intitulé « Rousseau et les Genevois », Genève était dans les tenailles de la France. Oui, la République de Genève était dépendante de la France, non seulement par le commerce qui la liait à cette puissance, mais aussi par la pression des banquiers genevois, tels les Tellusson, Vernet et Necker, qui ne voulaient surtout pas froisser l'autorité royale avec laquelle ils entretenaient de puissants intérêts. À cela, il faut ajouter l'autorité du roi de France, qui était encore vue par la population genevoise en cas d'extrême danger comme son ultime recours. Et pour terminer cette brève présentation de la situation sociale, l'élite aristocratique de Genève et des environs, qui se retrouvait régulièrement à Paris, où elle tenait salon, à l'exemple de celui de Madame Necker, la mère de Madame de Staël, qui brillait de 1000 feux et où il était de bon ton de se faire voir. Quant à la petite bourgeoisie, tenue du fait de ses activités manufacturières à demeurer à Genève, elle dévorait toute la littérature qui lui parvenait de la capitale française, et cela avec encore plus de fierté depuis qu'un certain Jean-Jacques Rousseau s'était fait remarquer comme un des plus grands écrivains de son temps. N'était-il pas lui-même genevois, issu de cette classe d'artisans qui vivaient de l'horlogerie et de l'imprimerie? C'était donc bien à une population instruite que parvenaient les échos de la pensée des philosophes. Elle était fière de Jean-Jacques et de l'incomparable renommée qu'il véhiculait par ses écrits. Naturellement, cette réputation dépendait du pouvoir des pasteurs et de leur jugement. Le jour où la pensée de Rousseau mettra en péril leur enseignement, il n'y aura plus d'exception pour l'enfant du pays. Et c'est ce qui arriva le 19 juin 1762 en face de l'hôtel de ville de Genève. Après avoir lu la sentence du procureur Jean-Robert Tronchin, qui voyait dans les milles et le contrat social, je cite, des écrits téméraires, scandaleux, impies, tendant à détruire la religion chrétienne et tous les gouvernements, le bourreau lacéra les 10 ouvrages et les jeta au feu. Heureusement, Rousseau avait encore quelques amis, parmi lesquels le pasteur Moultou, je le cite. « Nous sommes atterrés et brisés. Vous voilà condamnés en France et flétris dans votre patrie. Nous rougissons pour l'humanité et nous nous indignons contre vos ennemis. Mon cher ami, j'ai l'âme navrée et je vous écris en frémissant. À Genève, oui, à Genève, on a brûlé vos 2 livres. On vous a décrété de prise de corps. Ô Rousseau, que ta grande âme s'indigne sans s'abattre. Tu seras toujours précieux à ceux qui aiment la liberté. » Lettre de Moultou, le 19 juin 1762. Bien évidemment, cette condamnation frappa Rousseau en plein cœur. Alors, renonçant à sa qualité de genevois, il prit le chemin de l'exil. À l'inverse, au moment où Rousseau rompait avec Genève, un autre personnage célèbre vint s'y réfugier.
Après avoir brillé auprès de Frédéric II de Prusse durant presque 3 années, c'est fort dépité que M. de Voltaire parvint dans la ville au mois de décembre 1754 avec peut-être l'intention de s'y fixer. Mais un édit de la République interdisait aux catholiques d'acquérir un bien foncier. Ce fut donc par un subterfuge qu'il réussit à détourner la loi. L'affaire fut rondement menée par son ami François Tronchin, le banquier genevois établi à Lyon, qui se rendit acquéreur de la propriété dite de Saint-Jean, en se servant bien sûr des deniers de Voltaire. Sitôt l'acte signé, Tronchin lui loua symboliquement le domaine, sans exiger naturellement de prix de location. Je crois que ce fut le premier pied de nez que Voltaire fit à la petite République, et il ne s'en cacha pas. Il respirait la joie, et lui qui quelques jours auparavant apparaissait à ses visiteurs comme ayant déjà un pied dans la tombe, se montra tout guilleret. Écoutons-le. Les délices sont à présent mon tourment. Nous sommes occupés, Madame Denis, sa nièce est sûrement sa maîtresse, et moi, à faire bâtir des logis pour nos amis et pour nos poulets. Nous faisons faire des carrosses et des brouettes. Nous plantons des orangers, des oignons, des tulipes et des carottes, car nous manquons de tout. 24 mars 1755. Si son arrivée à Genève réjouit bien des gens qui espéraient par là obtenir l'appui d'une personne célèbre pour ébranler l'ordre établi et faire ainsi évoluer des mœurs qui étaient restées très austères, d'autres personnes virent dans cette installation la main du diable et de grands risques pour la moralité publique, telle cette lettre que le pasteur Jacob Vernet fit parvenir à Voltaire et dans laquelle il exprimait son appréhension, je cite le pasteur, « Monsieur, la seule chose qui trouble la satisfaction générale de voir arriver parmi nous un homme aussi célèbre, c'est l'idée que des ouvrages de jeunesse ont donné au public sur vos sentiments par rapport à la religion. J'espère que vous les dissiperez complètement. » Un autre, Monsieur de Lubière, s'adressant à sa nièce, « L'on ne pense point ici sur le compte de Voltaire comme tu sembles le penser, car la plupart des personnes sensées voudraient qu'il fût loin d'ici. » Fin de citation. Bien évidemment, Voltaire s'empressait de dissiper toutes ses craintes en ouvrant sa maison à la bonne société et en écrivant des lettres d'apaisement, telles celle-ci, de août 1755. « Je déteste l'intolérance et le fanatisme. Je respecte vos lois religieuses. J'aime votre République. Je me trouve trop bien dans ma retraite des délices. Heureux qui vit chez soi, avec ses nièces, ses livres, ses jardins, ses vignes, ses chevaux, ses vaches, son aigle, son renard et ses lapins qui se passent la patte sur le nez. » Et une autre lettre du 12 avril 1756, « Genève n'est plus la Genève de Calvin, il s'en faut de beaucoup. C'est un pays rempli de vrais philosophes. Le christianisme raisonnable de Locke est la religion de presque tous les ministres, et l'adoration d'un être suprême, jointe à la morale, est la religion de presque tous les magistrats. » Cependant, cette relative bonne entente ne dura pas, et rapidement Voltaire dut réviser son jugement quant à la tolérance des autorités politiques et religieuses de Genève. Mais il me semble nécessaire, avant de poursuivre ce récit, de faire plus ample connaissance avec M. de Voltaire. Pour cela, j'ai choisi un texte écrit par un dénommé Alexis Piron, qui depuis plusieurs années accusait Voltaire de le dénigrer auprès des acteurs français, l'empêchant ainsi de publier et surtout de faire jouer ses propres comédies. Il faut croire que Voltaire avait quelque peu raison, car
qui connaît encore aujourd'hui Alexis Piron. Et pourtant, dans son siècle, il avait connu quelques jolis succès. Sa carrière littéraire ne s'était-elle pas ouverte sur un beau scandale avec son ode à Priape, qui sur ordre royal lui ferma définitivement la porte de l'Académie française. En 1738, il écrivit la comédie qui fut son chef-d'œuvre, La Métromanie, dans laquelle il tournait en dérision les faiseurs de poésie tels M. de Voltaire, ce qui lui avait valu, bien évidemment, l'aigreur du grand écrivain. Ce portrait de Voltaire que Piron écrivit en 1735 n'avait pratiquement pas pris une ride 20 années plus tard, lorsque Voltaire arrivait à Genève. Écoutons-le. Monsieur de Voltaire est au-dessous de la taille des grands hommes, c'est-à-dire un peu au-dessus de la médiocre. Il est maigre, d'un tempérament sec. Il a la bile brûlée, le visage décharné, l'air spirituel et caustique, les yeux étincelants et malins. Tout le feu que vous trouverez dans ses ouvrages, il l'a dans son action. Vif jusqu'à l'étourderie, c'est un ardent qui va et vient, qui vous éblouit et qui pétille. Gai par complexion, sérieux par régime, ouvert sans franchise, politique sans finesse, sociable sans amis, il sait le monde et l'oublie. Il aime la grandeur et méprise les grands, est aisé avec eux, contraint avec ses égaux. Il commence par la politesse, continue par la froideur et finit par le dégoût. Il aime la cour et s'y ennuie, sensible sans attachement, voluptueux sans passion, il ne tient à rien par choix et à tout par inconstance. Il pense tout et se moque de tout. Libertin sans tempérament, il sait aussi moraliser sans mœurs. Vain à l'excès, mais encore plus intéressé, il travaille moins pour sa réputation que pour l'argent, il en a faim et soif. Enfin, il se presse de travailler pour se presser de vivre. Il était fait pour jouir, il veut amasser. Voilà l'homme, et maintenant voici l'auteur. Né poète, les vers lui coûtent trop peu. Cette facilité lui nuit, il en abuse. Écrivain facile, ingénieux, élégant, après la poésie, son métier serait l'histoire. On lui trouve un tic approchant de la manie des vieillards. Les bonnes gens vantent toujours le passé et sont mécontents du présent. Monsieur de Voltaire est toujours mécontent de son pays et loue avec excès ce qui est à 1000 lieues de lui. Pour tout dire, en un mot, Monsieur de Voltaire veut être un homme extraordinaire, et il l'est à coup sûr. Fin de citation. Quelle description! Il y a là du talent, bravo Monsieur Piron. Juste pour cela, vous auriez mérité d'être un immortel. Car c'est très certainement de cette façon que Voltaire dut être perçu par les gens bien pensants, et il nous est plus facile alors d'imaginer l'angoisse des pasteurs genevois lorsqu'ils apprirent sa venue et son désir de prendre racine dans la République de Calvin. Ce fut donc sur la butte de Saint-Jean qu'il choisit de s'établir, et il fut si charmé par sa nouvelle propriété qu'il la baptisa Les Délices. De la terrasse, il pouvait admirer la ville qui s'étendait à ses pieds, et dès le premier coup d'œil, il en fut enchanté. D'ailleurs, il s'empressa de le faire savoir à son ami François Tronchin. C'est le palais d'un philosophe avec les jardins d'Épicure, c'est une retraite délicieuse. Les délices lui furent comme un bain de jouvence, et lui qui quelques jours auparavant écrivait depuis Lyon au duc de Richelieu « J'arriverai pour me faire enterrer », ressuscita comme par enchantement.
Fini les rhumatismes, oubliez les déboires et les ennuis, et même se prenant à rire de l'attitude bougonne de sa nièce, Madame Denis, qui se plaignait d'être éloignée de Paris, Voltaire se remit à rire et surtout à vivre avec frénésie. Il ne tarit plus d'éloges auprès de François Tronchin pour louer sa nouvelle situation. Je le cite. « Il me serait doux de vivre et de mourir auprès de vous, dans le sein de la liberté, du repos et du bon esprit qui fait le caractère de vos concitoyens. Je révère votre gouvernement. J'adore la liberté, j'aime la retraite. Mon corps a besoin de M. Tronchin, le médecin. Mon esprit a besoin de la société qu'on trouve à Genève. J'ai toujours dit qu'à 25 ans, il fallait vivre à Paris et qu'à 50, il fallait vivre ici. » Fin de citation. Alors il se fit jardinier, supprimant les murs de la propriété pour que rien n'empêche ses nouveaux amis genevois de venir le trouver. Il installa des poiriers, des pêchers, des abricotiers, des figuiers. Il créa un grand jardin potager, plantant carottes, navets, oignons et semant à tout vent 1000 sortes de graines. Pourtant, très vite, son mauvais caractère reprit le dessus. Il se plaignait de tout, le terrain était maudit de Dieu car rien ne poussait. L'on avait planté trop vite, à la hâte. Les cendres de Michel Servet avaient dû voler dans le potager et le rendre stérile. Le philosophe, transfiguré en gentilhomme campagnard, s'occupait de tout, de faire saillir les juments, de la couleur des portes et des barreaux des fenêtres. Même lorsqu'il était en voyage, il envoyait des lettres à son intendant Coligny dans lesquelles il stipulait ce qui devait être fait dans l'urgence. Je cite, « Il faut remuer les marronniers pour en faire tomber les hannetons et les donner à manger aux poules. » Oui, vraiment. Je crois que l'on assista là, si j'ose le dire en parlant de Voltaire, à un vrai miracle. De ce Voltaire pourchassé à cause de ses écrits, humilié par Frédéric II, errant à la recherche d'un petit coin tranquille, ce fut ici, enfin, à Genève, qu'il trouva à se fixer. Je le cite. « Tout le monde me dit ici que je dois jouir en paix de mon charmant ermitage. Il est bien nommé les délices. Je jouis d'un état très doux et très libre que je ne dois qu'à moi. À la faiblesse de ma santé près, je suis si heureux que j'en ai honte. » Lettre écrite à Thiriot, son ami Thiriot, le 27 mai 1756. Oui, la vie était belle pour notre cher philosophe. Un accueil amical, une vie désormais tranquille, du bon air et du temps pour travailler sans crainte et à l'abri de la mauvaise humeur du roi. Voltaire était heureux et il le montrait en recevant chez lui tous ceux qui, par leur savoir, cherchaient à dessiller les yeux de la vieille Europe. Et il en allait de même à Genève, où la bonne société se félicitait d'avoir dans ses murs un si grand homme. Tout était donc bien dans le meilleur des mondes possibles, jusqu'au jour où, pour son malheur, son ami Jean le Rond, dit d'Alembert, vint le visiter. Préférant briller dans les salons parisiens, d'Alembert resta si peu de jours à Genève qu'il semble difficile d'imaginer que son court séjour lui permit de comprendre la situation géopolitique, la mentalité et la conscience religieuse des Genevois. Et pourtant, c'est bien ce qu'il fit à l'issue de son voyage, puisqu'il signa dans l'encyclopédie un article sur Genève qui eut un très grand retentissement dans toute l'Europe cultivée. Rousseau, après en avoir pris connaissance et oubliant ses propres griefs à l'encontre des autorités genevoises, en fut tout retourné. Rarement sa rage n'atteignit un tel point, car il ne fut pas long à comprendre que d'Alembert n'avait pu à lui seul rédiger ce papier et que Voltaire ne pouvait en être que l'instigateur. Mais que disait cet article pour que, dès sa parution, il soulevât une telle polémique? Fort bien rédigé et documenté,
il parlait d'abord en termes élogieux de la petite République et de ses citoyens. D'Alembert s'étendait avec ravissement sur les beautés de la ville et de sa rade, tout en louant honorablement la réforme protestante et à Genève son fondateur Calvin. Je cite, homme de lettres de premier ordre, écrivant en latin aussi bien qu'on le peut faire dans une langue morte et en français, avec une pureté singulière pour son temps, juriste consulte habile et théologien aussi éclairé qu'un hérétique le peut être, il dressa de concert avec les magistrats un recueil de lois civiles et ecclésiastiques qui fut approuvé en 1543 par le peuple et qui est devenu le code fondamental de la République. Fin de citation. Après avoir loué Genève et ses autorités, D'Alembert s'engageait alors sur des chemins beaucoup plus risqués en parlant du théâtre et de la comédie qui étaient toujours proscrits dans la Rome protestante. Je cite, « On ne souffre point à Genève de comédie. Ce n'est pas qu'on y désapprouve les spectacles en eux-mêmes, mais on craint, dit-on, le goût de parure, de dissipation et de libertinage que les troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse. » Fin de citation. Puis il exprimait une idée où on le devinait aisément la patte voltairienne. Si le théâtre était autorisé à Genève, je cite, le séjour de cette ville, que bien des Français regardent comme triste par la privation des spectacles, deviendrait alors le séjour des plaisirs honnêtes, comme il est celui de la philosophie et de la liberté. Fin de citation. Pour conclure, D'Alembert abordait le problème de la religion, et plus spécialement celle des pasteurs de Genève. Et d'entrée, il prévenait le lecteur en disant « Raconter n'est pas approuvé », croyant ainsi s'être mis à l'abri de la vindicte des autorités religieuses. Il soulevait sans autre précaution plusieurs objets qui l'interpellaient. Parmi ceux-ci, il y en avait un en particulier qui allait déclencher les foudres des bons pasteurs. En voici un extrait. Plusieurs pasteurs ne croyaient plus à la divinité de Jésus-Christ. Pour tout dire en un mot, plusieurs pasteurs de Genève n'ont d'autre religion qu'un socinianisme parfait. Ils rejettent tout ce qu'on appelle mystère et s'imaginent que le premier principe d'une religion véritable est de ne rien proposer à croire qui pourrait heurter la raison. Fin de citation. D'Alembert venait d'écrire un mot qui allait mettre le feu aux poudres, car en parlant de socinianisme, il laissait entendre que les pasteurs se satisfaisaient d'une doctrine qui niait la divinité de Jésus-Christ et qui rejetait le dogme de la Trinité. Je vous laisse imaginer, mesdames, messieurs, la colère qui s'empara de la vénérable compagnie des pasteurs lorsqu'elle prit connaissance de ce texte. Outrés, les pasteurs répondirent fermement à ces calomnies, je cite, « Il est vrai que nous estimons et que nous cultivons la philosophie, mais ce n'est point cette philosophie licencieuse et sophistique dont on voit aujourd'hui tant d'écart. C'est une philosophie solide qui, loin d'affaiblir la foi, conduit les plus sages à être aussi les plus religieux. » Fin de citation. Puis ils réaffirmèrent leur foi qui ne reposait pas uniquement sur un chemin de morale à suivre, mais qui était principalement ancré sur le dogme de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce fut alors que Jean-Jacques Rousseau, outré lui aussi par ses propos, vint au secours des pasteurs en publiant en 1758 sa fameuse lettre sur les spectacles adressée tout particulièrement à D'Alembert. Dans celle-ci, il avouait son aversion pour la comédie, ce qui était une belle hypocrisie de sa part puisqu'il s'y était essayé plusieurs fois
sans beaucoup de succès, sauf pour son opéra Le Devin du village, qui enthousiasma la marquise de Pompadour ainsi que le roi qui pendant plusieurs semaines en sifflota certains airs. 20 ans plus tard, Marie-Antoinette s'en délectait encore. De fait, dans cette lettre, Rousseau montrait le mépris dans lequel il tenait les philosophes, et il ne se gênait pas de le faire savoir, à l'exemple de ce courrier qu'il avait adressé à Madame de Brémond, je cite, « Gloire de la philosophie, le siècle des philosophes est le siècle des fous, des lâches et des fripons. » Dans cette controverse, Rousseau ne poursuivait qu'un seul but, préserver Genève de l'influence française et surtout de celle de Paris. Je cite, « Il ne faut pas de théâtre à Genève. Si l'on veut conserver les mœurs simples de la petite cité républicaine, il ne faut pas y acclimater le théâtre parisien. L'exportation des pièces françaises a pour effet nécessaire la diffusion des manières, des habitudes, des vices de la société française. La communication des arts tend à égaliser les mœurs, et Genève vivra comme Paris dès lors que l'on s'y amusera comme à Paris. » Fin de citation. Dans cette querelle, Jean-Jacques Rousseau prenait le parti des ultras, tels les jansénistes qui voyaient dans le théâtre le divertissement le plus à même pour éloigner les âmes des douceurs de la religion. Cette position le jeta irrémédiablement dans le camp des ennemis des philosophes. Un gouffre d'incompréhension allait bientôt les séparer. Des lettres inamicales, voire haineuses, fusèrent de tous côtés. D'abord celle-ci de Voltaire écrivant à d'Alembert. Je cite, « Comment va l'encyclopédie? Est-il vrai que Jean-Jacques écrit contre vous et qu'il renouvelle la querelle de l'article de Genève? On dit bien plus, on dit qu'il pousse le sacrilège jusqu'à s'élever contre la comédie. Mais on est fou de spectacle dans le pays de Calvin. Il attaque un art qu'il a exercé lui-même, et il écrit contre vous, vous qui l'avez accablé d'éloges. Pauvre Jean-Jacques, il a beau écrire contre la comédie, tout Genève y court en foule. La ville de Calvin devient la ville des plaisirs. Je corromps toute la jeunesse de la pédante ville, et je crée les plaisirs. Les prédicants enragent, et je les écrase. Ainsi soit-il de tous les prêtres intolérants. » Et maintenant la réponse de Rousseau à Voltaire. « Je ne vous aime point, monsieur. Vous m'avez fait les mots qui pouvaient m'être les plus sensibles, à moi, votre disciple et votre enthousiaste. Vous avez perdu Genève pour le prix de l'asile que vous y avez reçu. Vous avez aliéné de moi mes concitoyens pour le prix des applaudissements que je vous ai prodigués. C'est vous qui me rendez le séjour de mon pays insupportable. C'est vous qui me ferez mourir en terre étrangère, privé de toutes les consolations des mourants et jeté pour tout honneur dans une voirie, tandis que les honneurs qu'un homme peut attendre vous accompagneront dans mon pays. » Fin de citation. Cette querelle sur le théâtre et la religion prit bientôt une telle ampleur que Voltaire s'empressa de quitter les délices pour se réfugier à Lausanne, où il espérait se faire oublier. Mais les pasteurs genevois ne l'entendirent pas ainsi. Une commission fut créée afin d'aviser à ce qu'il y avait à faire. Pensant s'amender, Voltaire écrivit une missive au pasteur Verne, je cite, « J'ai appris le dernier toute cette affaire. Je ne veux que le repos, et je le souhaite à tous mes confrères, moines, curés, ministres, séculiers, réguliers, trinitaires, unitaires, quakers, moraves, turcs, juifs, chinois, etc. » Cette attitude ironique
bien loin d'apaiser la situation, ne fit au contraire que l'envenimer, d'autant plus que dans une autre lettre adressée à d'Alembert, Voltaire en rajoutait en parlant des 10 pasteurs genevois. « Je vous assure que mes amis et moi les mènerons beau train, ils boiront le calice jusqu'à la lie. » Le docteur Tronchin, qui avait été nommé secrétaire de ladite commission, cherchait bien évidemment à réconcilier tout ce petit monde en demandant à Voltaire, dont il était certain qu'il fût à l'origine de l'article sur Genève, d'y apporter quelques rectifications. Toujours mordant, Voltaire lui répondit qu'il n'y avait plus guère d'autodafé, que vous ne serez point brûlé, que Michel Servet a été le dernier à l'être chez certains sauvages qui sont devenus depuis fort polis, mais que si l'on vous prépare des fagots, avertissez-moi, nous viendrons, ma nièce et moi, éteindre le feu avec nos seringues. Pris à son propre jeu, Voltaire se lança alors dans un discours qui n'allait plus connaître de limites. Il fallait, disait-il, écraser l'infâme, c'est-à-dire lutter contre l'obscurantisme et plus spécialement le religieux. Ainsi, s'emportant contre les hommes d'Église et leur théologie, il rajoutait « Ce sont pourtant ces disputes puériles qui ont fait couler des torrents de sang et qui troublent encore la terre. C'est cet amas de dogmes absurdes, toujours expliqués et toujours contredits, qui est encore le fléau du genre humain. » Dès lors, plus rien ne put stopper la polémique. D'Alembert refusait de se plier à la décision de la commission des pasteurs genevois qui exigeait une rétractation totale. Loin de n'être qu'une querelle de philosophes et de religieux, cette affaire prit bientôt une dimension politique lorsqu'à Paris les autorités de la Sorbonne, qui avaient la charge de la censure, furent interpellées par le brouhaha que crée cette dispute dans le landerneau littéraire. Il y avait déjà longtemps que les censeurs piaffaient en attendant le moment de pouvoir intervenir contre la secte des philosophes. D'Alembert dut démissionner et le 8 mars 1759, le privilège de publier l'encyclopédie fut supprimé par ordre royal. C'était la victoire des intégristes. Son déménagement à Ferney marqua la fin de l'idylle voltairienne avec Genève. Désormais à l'abri de l'ire des Genevois, il put alors, et à loisir, narguer ses nouveaux ennemis, ses pédantissimes pasteurs et ses 24 000 raisonneurs qu'étaient devenus d'un seul coup les habitants de la Rome calviniste. Et pour leur asséner un dernier coup, il publia en janvier 1759 son délicieux Candide qui ruina définitivement sa réputation auprès des révérends qui condamnèrent l'ouvrage à être brûlé par le bourreau du fait de son caractère irréligieux. Dès lors, face à tous ces interdits, Voltaire usa de tous les moyens possibles pour faire pénétrer dans la ville son nouvel écrit, quitte pour cela à le camoufler sous des titres religieux tels « Pensées sérieuses sur Dieu »,« Homélie du pasteur Bourne »,« Évangile du jour »,« Dialogues chrétiens », etc. Dans le même temps, à Ferney, tout était à faire. Le château, qui datait du XIIe siècle, nécessitait d'immenses travaux. Cela n'arrêta pas Voltaire, qui, bien que connu pour être assez près de ses sous, fit abattre les 4 tours et les murs entourant son château, qu'il reconstruisit entièrement. Ainsi, du jardinier qu'il avait été aux délices, du jour au lendemain, à Ferney, il se fit entrepreneur et agriculteur. Labourant, herçant et plantant,
Le nouveau seigneur avait fort à faire, d'autant plus qu'il avait placé haut la barre de son ambition et de ses exigeants désirs. Mon séjour est charmant, mais il était sauvage, inculte, inhabité, ignoré des humains dans sa triste beauté. La nature y mourait, je lui portais la bille, j'osais ranimer tout. En effet, cette terre de Ferney était bien celle de la misère. Possédée par de grandes familles genevoises, une grande partie des récoltes, déjà fort maigres, était expédiée vers Genève. Ne restait alors que des miettes pour nourrir une population affamée et privée du strict nécessaire. Et Voltaire de dire « C'était un pays bien dépeuplé, bien misérable. Je n'achète la terre de Ferney que pour y faire un peu de bien. » C'est pourquoi, ayant déjà investi plus de 300 000 livres pour l'achat et la restauration de son château, Voltaire, pour éviter de payer les innombrables charges qui pesaient sur les propriétaires terriens, se fit aussi solliciteur. Ameutant toutes ses relations, il réussit à obtenir le soutien qu'il lui fallait, celui de M. de Choiseul. Devenu, comme nous l'avons vu, un tout-puissant ministre grâce à l'appui de Madame de Pompadour, Choiseul avait l'oreille du roi, c'est-à-dire qu'il était à la source de toutes les faveurs royales. Pour mieux l'aiguillonner vers ce qu'il quémandait, Voltaire n'hésita pas à se faire aussi courtisan et encenseur. Je le cite, « Monseigneur, je suis pénétré de vos bontés, elles font ma consolation dans mes misères. Je me mets à vos pieds avec la plus tendre reconnaissance et le plus profond respect. » Ce fut ainsi que Voltaire parvint au but qu'il s'était fixé, à savoir reconstruire son château, remodeler le village, nourrir ses paysans, créer des industries et ouvrir un théâtre pour accueillir à la barbe des pasteurs les nombreux Genevois qui désiraient jouir de ces spectacles. Dans le même temps où Voltaire était occupé à remodeler ses différentes propriétés, un événement particulier vint en 1766 lui fournir un prétexte pour intervenir à nouveau dans les affaires de la République de Genève. Comme en 1707 et en 1737, Genève fut secouée par plusieurs tentatives de révolte. Il fallut à nouveau demander la médiation de la France, de Berne et de Zurich pour ramener le calme. Aux mêmes mots, les mêmes causes, irritation de la bourgeoisie et des classes inférieures vis-à-vis de l'aristocratie gouvernante, réponse et rappel à l'ordre identique des puissances médiatrices, telle cette dépêche royale adressée depuis Paris au premier syndic de la République de Genève, qui en disait long sur les rapports de sujétion de celle-ci à l'égard du roi de France. Je cite. « Au reste, vous devrez faire entendre aux magistrats et aux bourgeois avec combien de déplaisir le roi a appris les troubles intérieurs de leur gouvernement et combien il désire voir rétablir la tranquillité dans une république qui est son allié depuis si longtemps. Il faut savoir que si la médiation n'est pas acceptée, si elle rencontre la moindre résistance, je suis sûr que l'on changerait de conduite ici. Le rappel de monsieur le résident, l'ambassadeur, l'interdiction de tout commerce, la défense de rien porter à Genève, la révocation de tout privilège, l'ordre à tous les Genevois qui sont en France, beaucoup de banquiers et d'hommes d'affaires, de sortir du royaume, supposer que l'on n'alla pas plus loin, ne seraient vraisemblablement pas les dernières marques de l'indignation de Sa Majesté. Cette lettre, qui était datée de septembre 1737, aurait pu servir tout aussi bien de courrier diplomatique pour ce nouveau conflit de l'année 1766, qui vit le parti des représentants, c'est-à-dire l'opposition, se dresser contre celui des négatifs, à savoir celui du gouvernement patricien qui rejetait les demandes souvent justifiées des délégués de l'opposition. Enfin, vers la fin de l'année 1766, après plusieurs mois de négociations et de médiations sous la houlette de la France, un semblant d'accord fut trouvé. Restait encore à le faire accepter par les citoyens qui, à la grande stupeur du gouvernement, le rejetèrent. Tout était à refaire. Aussi,
Quand Choiseul fut avisé de ce refus populaire, il ne put maîtriser sa colère et sa réponse fut terrible. J'ai ordre de vous déclarer que le roi vous interdit l'entrée et le commerce de son royaume. Aussitôt, un régiment français fut chargé de fermer la frontière entre Genève et la France. Cette décision entraîna bien évidemment l'interdiction de tout commerce entre les deux États. Heureusement, durant le temps de ce blocus, Genève put encore importer et exporter par le lac quelques productions en direction de la Savoie qui appartenait au royaume de Piémont-Sardaigne, ainsi que vers la Confédération helvétique. Mais pour le pays de Gex, c'était une autre affaire. Enclavé entre le mont Jura, inaccessible en hiver, et la République de Genève dont il dépendait pour son commerce, la région gessienne courut à la ruine. Et le premier à s'en plaindre fut naturellement Voltaire, qui fut réduit à la portion congrue, à l'entendre, presque au pain et à l'eau. Le 21 janvier 1767, Voltaire écrivait à Madame de Boufflers. « Nous avons bloqué Genève de façon que cette ville est dans la plus grande abondance et nous dans la plus effroyable disette. » Puis, tentant le tout pour le tout, il s'épancha mielleusement auprès de Choiseul, je cite, « Mon héros, mon protecteur, le bonhomme qui cultive son jardin au pied du mont Caucase, le Jura, est terriblement embarrassé par votre funeste ambition. Maman Denis et moi, nous nous jetons à vos pieds. Ce ne sont pas les Genevois que vous punissez, c'est nous. Nous sommes 100 personnes à Ferney qui manquons de tout, et les Genevois ne manquent de rien. Nous n'avons pas aujourd'hui de quoi donner à dîner aux généraux de votre armée. Si votre tête repose sur les deux oreillers de la justice et de la compassion, daignez répandre la rosée de vos faveurs sur notre disette. » Le duc, flatté par tant de servilité, lui répondit « Il est impossible que les moyens de force que l'on emploie pour châtier un pays quelconque ne soient injustes pour quelque particulier. Je mande au chevalier de Jaucourt, le chef de la troupe bloquant Genève, de vous procurer les commodités, aisances, comestibles dont vous aurez besoin, et de vous faire une exception à la règle générale, parce que vous êtes accepté infiniment dans mon cœur. » Fin de citation. Cette prise de position du tout-puissant ministre apaisa Voltaire, qui put alors se fournir en volailles, poissons et autres subsistances auprès du représentant français à Genève. En revanche, elle ne changea en rien la triste situation des Gessiens qui se retrouvèrent isolés et privés du strict nécessaire pour à tout le moins survivre. Au contraire, Genève se débrouillait très bien pour importer tout ce dont elle avait besoin, car le lac, toujours libre de toute entrave militaire, permettait aux barques tant vaudoises, valaisannes que savoyardes de voguer librement vers la cité de Calvin, toute remplie de marchandises et de victuailles. Cependant, à Genève, la situation sociale ne s'améliorait pas. Les natifs continuaient inlassablement à réclamer le droit d'exercer une profession libérale et de se livrer à des activités commerciales. Mais pour cela, ils devaient s'acquitter d'une taxe vendue bien trop chère pour leur pauvre bourse. Et pourtant, ces hommes représentaient l'élite artisanale de la République, puisqu'ils étaient employés dans l'horlogerie, le textile et l'imprimerie, activité qui faisait sa richesse et sa renommée. Les réclamations des natifs mirent le gouvernement dans l'embarras, car il craignait qu'en délivrant ces fameux brevets, il indisposa la bourgeoisie qui se braquait, tout comme les patriciens, sur ses privilèges. Au refus obstiné du gouvernement d'entrer en matière, les natifs décidèrent, sous l'impulsion de Georges Osière, un jeune ouvrier horloger,
de confier leur destin aux défenseurs des causes perdues, c'est-à-dire à Voltaire. Trop heureux d'être à nouveau sollicité, et pour importuner les autorités politiques et religieuses de Genève, Voltaire se lança avec fougue dans cette bataille. Mais cette intrusion dans les affaires de la République ne plut à personne, et des plaintes furent adressées au duc de Choiseul, qui fut forcé d'intervenir pour calmer l'ardeur voltairienne. Je cite Choiseul, « Ma chère Marmotte », c'est ainsi que Choiseul nommait Voltaire, « Ma chère Marmotte, votre guerre de Genève m'ennuie à mort, on s'en est plaint à moi, ne vous mêlez point de toute cette querelle. » De plus, pour surveiller sa chère Marmotte, Choiseul demanda à M. de Baudeville, le résident français à Genève, de le tenir informé de tout ce qui se disait du côté de Ferney. Bien sûr, toutes ces manœuvres encouragèrent Voltaire à être encore plus virulent et plus caustique envers ses ennemis, envers tous ceux qui, se prévalant de la religion et de leur position sociale, daignaient à autrui le droit à l'égalité et à la justice. Bientôt, cette affaire prit de telles proportions qu'elle échappa à tout contrôle et parut sans issue. Ce fut alors que dans la tête de plusieurs responsables français et gessiens, et parmi ceux-ci très certainement Voltaire, germa l'idée que pour désenclaver le pays de Gex et le libérer de la tutelle économique dans laquelle il se trouvait face à Genève, il n'y avait qu'une solution, enclaver à son tour l'insolente République. Sollicité par M. de Jaucourt, le commandant des forces françaises bloquant Genève, Voltaire rédigea un mémoire qu'il adressa au duc de Choiseul. Je vous en cite un extrait. Il faudrait établir un port au pays de Gex, ouvrir une grande route avec la Franche-Comté, commercer directement de Lyon avec la Suisse par Versoix, attirer à soi tout le commerce de Genève, entretenir seulement un corps de garde perpétuel dans 3 villages entre Genève et le pays de Gex. Cela coûterait beaucoup, mais Genève, qui fait pour 2 millions de contrebande par an, serait anéantie dans peu d'années. Bien évidemment, Choiseul, qui n'avait toujours pas digéré le refus du peuple genevois d'entériner sa médiation, celle de 1766, pour mettre fin aux luttes civiles qui déchiraient la petite République, usa de toute son autorité pour persuader le roi d'accepter ce plan. Enfin, au mois de février 1767, Louis XV donna son accord pour construire le nouveau port et la nouvelle ville que certains flatteurs, parmi lesquels Voltaire, s'étaient empressés de nommer Choiseulville. Les travaux commencèrent aussitôt par la construction d'une grande route destinée à relier d'une part le pays de Gex à la Franche-Comté par la Faucille, et d'autre part le futur port de Versoix avec Lyon, en passant par Ferney et Mérin. 2 régiments, celui de Cambrésis et de Conty, furent employés pour construire d'abord la route, puis le port. Tout alla très vite, même trop vite, car les études préparatoires avaient été menées si vite qu'en octobre 1768, à court de matériaux, surtout de bois, la tâche devint de plus en plus difficile. D'autant plus difficile que dans le même temps, à Paris, le duc de Choiseul avait eu des démêlés avec Madame du Barry, la nouvelle maîtresse du roi. Déconsidéré et déjà lâché par ses anciens admirateurs, Choiseul n'arrivait plus comme auparavant à se faire obéir de ses commis. Sa disgrâce pointait à l'horizon. D'autre part, à Paris, le gouvernement commençait à s'inquiéter de ce projet qui avait un coût faramineux au moment où les finances du royaume étaient au plus mal. Malgré tout, par petits bouts, les travaux se poursuivirent.
La future ville de Versoix devait s'étendre le long du lac vers la frontière du pays de Vaud, dépendant alors de la République de Berne. Le port, de forme carrée, devait être une construction solide, capable d'accueillir les célèbres barques du Léman, toutes chargées des produits des pays alentours. Mais, comme je vous l'ai dit précédemment, trop vite pensé, trop vite accepté, ce projet ne put se réaliser complètement. D'autant plus que dans le même temps, le cabinet français devait faire face aux plaintes de la République de Berne qui voyait dans ce projet une entrave à son commerce avec Genève. S'adressant directement au roi, elle fut satisfaite de sa réponse. Je cite la réponse de Louis XV. « Il n'y aura à Versoix ni fortification d'aucune espèce, ni aucun autre appareil de guerre, que la liberté de passage et de commerce que vous réclamez n'éprouvera aucun obstacle, notre intention étant que l'entrée et la sortie de la ville soient ouvertes en tout temps et à toute heure à vos sujets, et qu'enfin notre projet, se réduisant à un simple établissement de commerce que nous estimons nécessaire pour le bien de nos sujets, et qui ne peut qu'être avantageux à toute la Suisse, n'est nullement susceptible de l'éclat des conséquences que vous voulez lui donner. » Fin de citation. En revanche, il n'en fut pas de même pour Genève. M. Crommelin, son représentant à Paris, ne cessait de harceler le cabinet français pour mettre fin à ces travaux insensés. En effet, la construction de la ville de Versoix risquait d'isoler la République genevoise au moment où elle était secouée par de nombreuses révoltes populaires. Il faut dire que cette agitation était plus ou moins entretenue par un dénommé Voltaire qui continuait à jeter de l'huile sur le feu. À l'aigreur qu'il habitait à l'encontre des pasteurs genevois s'ajoutait le plaisir de voir dans la fondation de Choiseul-Ville l'occasion inespérée de nuire un peu plus à l'économie genevoise en accueillant dans la nouvelle ville tous les sujets mécontents de Genève. En les débauchant, Voltaire se procurait une main-d'œuvre de qualité et à bon marché pour les industries qu'il mettait en place tant à Versoix qu'à Ferney. Ignorant avec mépris les réclamations du peuple, et principalement des natifs, les autorités de Genève, toujours guindées et persuadées de leur importance, en refusant d'honorer les droits qu'ils avaient accordés aux natifs par l'édit de 1768, forcèrent ces derniers à l'insoumission et à la révolte. Vexation, déni de justice et emprisonnement furent les seules réponses gouvernementales. Ne resta alors à ces pauvres artisans qu'à trouver un refuge dans les bras grands ouverts de M. de Voltaire. Écoutons-le, toute la ville est en armes, tout est en combustion dans cette sage république. On s'est mis à tirer sur les passants dans la sainte cité de Maître Calvin. On a tué tout raide 4 ou 5 personnes en robe de chambre, et moi qui passe ma vie en robe de chambre, tout comme Jean-Jacques, je trouve fort mauvais qu'on respecte si peu les bonnets de nuit. Le 11 mai 1770, Voltaire décrivit dans une lettre adressée au cardinal de Bernis la situation dans laquelle il se trouvait. Les bourgeois qui se disent nobles et seigneurs assassinèrent quelques Genevois qui ne sont que natifs. Les confrères des assassinés, ne pouvant se réfugier dans la ville de M. le duc de Choiseul parce qu'elle n'est pas bâtie, choisirent mon village de Ferney pour le lieu de leur transmigration. Ils se sont répandus aussi dans les villages d'alentour. Ce sont tous d'excellents horlogers. Ils se sont mis à travailler dès que je les ai logés. Notre dessein est de ruiner maintenant le commerce de Genève et d'établir celui de Ferney. Bien évidemment, les manœuvres de Voltaire pour débaucher les artisans de la petite République lui suscitèrent l'ire de plusieurs Genevois, à l'exemple de celle du pasteur Antoine Mouchon, qui écrivit à son frère « L'indignation contre Voltaire est à son comble parmi les citoyens, et j'en ai entendu qui juraient de le tuer en quelque endroit qu'il le rencontrerait. »
Cependant, et bien vite, à Choiseulville, quelle désillusion pour les artisans qui avaient succombé aux sirènes voltairiennes. Car comme nous venons de l'entendre de la bouche de Voltaire, il n'y avait que des rues, des soldats et des pierres, mais peu ou pas de maisons. Oh bien sûr, il y avait des baraquements, ceux que l'on avait construits pour les soldats du génie. Mais comment des artisans genevois, fiers de leur savoir, auraient accepté de vivre dans de telles conditions? Cela leur fut insupportable. Dans l'urgence, et pour éviter une échauffourée, Voltaire dut les accueillir chez lui, dans sa bonne terre de Ferney, où rien n'était prêt pour les recevoir. Ici aussi, l'on manquait de tout. Voltaire dut improviser, en logeant des familles entières dans différentes parties de son domaine. Il commença par marquer à la craie tous les logements disponibles du village, puis il fit construire des dizaines de maisons, tout en foudroyant du feu de son regard et du tonnerre de sa voix les paysans maçons et charpentiers qui profitaient de l'aubaine pour augmenter le prix de leurs fournitures. Cependant, toutes ces tracasseries ne l'empêchaient pas d'ironiser sur les Genevois. Dans une lettre à Frédéric II, il s'exclamait « La petite République de Genève est toujours sous les armes. Mon manoir est rempli d'émigrants qui s'y réfugient. La ville de Jean Calvin n'est pas édifiante pour le moment présent. » Mais bientôt, à ces tracas vint s'en ajouter un autre beaucoup plus grave. Le 24 décembre 1770, Choiseul était remercié, c'était la disgrâce. Pour Voltaire, le coup aurait pu être terrible, car sans l'appui de son cher duc, son crédit ne valait plus grand-chose. D'autant plus que le ministère du duc de Choiseul avait été remplacé par celui de René-Nicolas de Maupeou. Or, celui-ci ne voyait pas avec le même intérêt la poursuite de la construction de la ville et du port de Versoix, qui avait déjà englouti d'énormes sommes d'argent. Face à cette accumulation de mauvaises nouvelles, Voltaire fit front. Il en allait de sa crédibilité, car il ne s'était pas gêné dans sa monumentale correspondance de tenir toute l'Europe au courant de sa guéguerre contre les Genevois. Dans le même temps, pour mettre le comble à tous ces ennuis, Voltaire dut à nouveau affronter la colère des autorités religieuses et politiques, car en plus de se moquer des pasteurs, il avait fait savoir que le projet de la ville nouvelle de Versoix serait l'occasion unique de créer la cité idéale, celle où pourraient coexister dans un esprit de tolérance les cultes catholiques et protestants, celle où la pensée des philosophes éclairerait la civilisation, celle où le travail des hommes s'exprimerait dans le respect et dans de meilleures conditions de vie. Bien évidemment, ces idées relevaient encore de l'utopie, elles arrivaient bien trop tôt. Les esprits n'étaient pas encore mûrs. Il faudra pour cela en passer par la grande révolution quelques 20 années plus tard pour voir se réaliser, et encore, les prémices d'un tel chambardement. Pour l'heure, c'est comme un seul homme que les tenants du pouvoir politique et religieux se dressèrent contre l'idéal voltairien. Les Genevois ne voulaient en aucune façon voir s'ériger la nouvelle ville qu'ils voyaient déjà comme une épouvantable concurrente commerciale. Pour ce qui était de la France, Louis XV fut sollicité par Monseigneur Biord, l'évêque de Genève résidant à Annecy, en territoire piémontais, qui le pria de mettre un terme à ce projet satanique. Il faut dire que cet ecclésiastique trouvait là l'occasion inespérée de se venger de Voltaire, qu'il avait décrit à d'Alembert comme un prêtre savoyard qui joint aux fureurs du fanatisme une friponnerie consommée avec l'imbécilité d'un théologien né pour faire des cheminées, ou mieux pour les ramener, allusion aux petits ramoneurs savoyards qui parcouraient toute l'Europe pour nettoyer les cheminées.
Dans une lettre pastorale, cet évêque ne dénonçait-il pas, je cite, cette multitude d'ouvrages impies que l'esprit de mensonge enfante presque chaque jour, et que nous voyons avec la plus vive douleur se répandre et faire sur les esprits les impressions les plus funestes à la religion et à la pureté des mœurs. Ce prélat avait soulevé dans son argumentation un problème de taille, à savoir comment le petit-fils de Louis XIV pouvait admettre le concept de Voltaire de faire de Versoix une cité de la tolérance, un lieu où chacun jouirait d'une parfaite liberté de culte, un lieu où l'Église catholique ferait face à un temple protestant, un lieu où le pasteur et le curé joueraient au quilles ensemble après le prêche, un lieu où tous les habitants vivraient en frères et prouveraient que le bonheur peut être de ce monde. Oui, vraiment, il faut le dire et le redire. Ce projet était à l'image de Voltaire, celle d'un homme qui mena contre l'injustice et l'intolérance un combat héroïque, et pour s'en convaincre, il suffit de se remémorer l'affaire Calas, l'affaire Sirven, celle du chevalier de la Barre, qui fut torturé et décapité à l'âge de 19 ans pour avoir simplement refusé de saluer le passage d'une procession religieuse. Mais pour en revenir à notre histoire, dans le même temps où se passaient ces événements, Louis XV commençait à se faire vieux. Il était né en 1710, et plusieurs parmi son entourage le pressaient de se réconcilier avec la religion. Conscient de la vie quelque peu libertine et c'est peu dire qu'il avait menée et qu'il poursuivait en compagnie de sa chère Madame du Barry, le roi pensa calmer l'impatience des dévots en leur lâchant quelques miettes. L'affaire de Voltaire tombait à point, l'on cessa pour quelque temps de s'intéresser à ce qui se passait du côté de Genève, l'on supprima les crédits destinés à la construction du port, et c'est ainsi que se referma à Paris le dossier de Choiseul-Ville. L'on tenta encore par 2 fois, entre 1774 et 1776, de faire redémarrer le chantier en le redimensionnant pour recevoir environ 10 000 habitants en lieu et place des 20 000 prévus sur les plans d'origine. Mais la situation générale du royaume et l'accession au pouvoir en 1774 de Louis XVI changèrent la donne, car d'autres priorités, autrement plus urgentes, accaparaient désormais le gouvernement. Vers 1777, pour éviter un abandon complet, c'est à quelques personnalités du pays de Gex que revint l'initiative de poursuivre les travaux avec le peu d'argent encore disponible, c'est-à-dire terminer le lotissement des terrains et achever le percement du canal qui devait ravitailler la future ville en eau, ce qui fut réalisé et que l'on peut encore observer aujourd'hui. C'est ainsi que nous arrivons, mesdames, messieurs, à la fin de ce récit. Alors, en très peu de temps, les choses changèrent. Au mois de février 1778, Voltaire apprit que la Comédie Française acceptait de jouer Irène, sa dernière tragédie. Lui qui, depuis plus de 30 ans, rêvait de revoir Paris, oubliant son état de santé plus que déplorable, décida, contre l'avis de ses médecins et de son entourage, d'entreprendre ce long déplacement. Tous, dans sa colonie fernésienne, pensaient le revoir, mais le destin allait en décider autrement. Après un voyage éprouvant, il parvint à Paris le 10 février et connut durant plusieurs semaines un véritable triomphe. Malheureusement, toute cette agitation précipita sa fin et il rendit le dernier soupir le 30 mai 1778 après plusieurs jours d'agonie. Pour échapper à l'Église, qui aurait volontiers jeté son corps à la voirie, ce fut son neveu, l'abbé Mignot, qui se chargea de transporter discrètement sa dépouille hors de Paris,
pour l'inhumer à l'abbaye de Sellières en Champagne. Quelques 13 ans plus tard, le 11 juillet 1791, l'Assemblée constituante décidait du transfert des cendres de Voltaire au Panthéon. Ironie de l'histoire, le 14 avril 1794, sous l'impulsion de Robespierre, la Convention décida du transfert des cendres de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon. Ainsi, ces deux hommes, qui durant une grande partie de leur vie furent d'irréductibles ennemis, se retrouvèrent réunis dans la mort. Privé de son patriarche, son domaine de Ferney et son immense fortune revinrent à sa nièce Madame Denis, qui, préférant la vie parisienne et prétextant un coût d'entretien du château trop onéreux, le vendit à monsieur et madame de Villette pour la somme de 230 000 livres. Il faut dire que madame Denis ne porta pas bien longtemps le deuil de Voltaire, puisqu'en 1780, âgée de 68 ans, elle épousait un dénommé François Duvivier, commissaire des guerres, de 10 ans son cadet. Une chose encore avant de terminer, en quelques années, les idées véhiculées par Voltaire, par Rousseau et tant d'autres, loin de se perdre, allaient encourager les peuples à tout remettre en question. Tous ces événements, révoltes par-ci, désillusions par-là, avaient profondément modifié les consciences. Un rien pouvait allumer la mèche qui mettrait le feu à la bombe révolutionnaire. Plus personne, je veux dire par là, plus aucune autorité n'avait assez d'empire sur les masses populaires pour circonvenir le danger. Après la chute de la monarchie, la France allait connaître une période très sombre, entraînant avec elle une grande partie du continent qui fut plongé pendant près de 25 ans dans la guerre. Mais cela est une autre histoire qui n'aurait certainement pas plu à M. de Voltaire. Je vous remercie.